Sous la pluie battante d'un Paris automnal, Élodie courait, son cœur battant plus fort que les gouttes qui s'écrasaient sur son parapluie. Elle avait reçu un message de Sogine, un simple « tu me manques », et ces 3 mots avaient suffi à faire vaciller tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même. Dans une ville où les rues semblaient murmurer des secrets, ce texto ouvrait une porte qu'Élodie n'avait jamais osé franchir. Elle s'arrêta devant le café Le Petit Marais, essoufflée, les joues rougies par le froid. À travers la vitre embuée, elle aperçut Sogine, assise à leur table habituelle, un livre fermé devant elle. Sogine, avec ses cheveux noirs comme une nuit sans étoiles, semblait absorbée par ses pensées, ignorant le brouhaha des conversations autour d'elle. Élodie sentit son estomac se nouer. Depuis leur rencontre, 3 ans plus tôt, dans un cours de littérature à la Sorbonne, Sogine était devenue sa confidente, sa meilleure amie, celle qui comprenait ses silences. Mais ce message changeait tout. Élodie poussa la porte, le tintement de la clochette brisant le charme de l'instant. Sogine leva les yeux, et un sourire timide éclaira son visage. « Tu es venue, » murmura-t-elle, sa voix teintée d'un léger accent coréen, douce mais chargée d'une émotion que Élodie ne pouvait ignorer. Elles s'assirent, et le silence qui suivit était lourd, comme si l'air lui-même portait le poids de ce qu'elle n'osait pas dire. « Pourquoi tu m'as écrit ça ?» demanda Élodie, son ton plus brusque qu'elle ne l'aurait voulu. Elle triturait nerveusement une mèche de ses cheveux châtains, évitant le regard de Sogine. Cette dernière baissa les yeux sur sa tasse de thé, ses doigts fins serrant la porcelaine. « Parce que c'est vrai, » répondit-elle doucement. « Depuis que je suis partie à Séoul cet été, je n'arrête pas de penser à toi. Pas comme avant. » Élodie sentit son cœur s'emballer. Sogine avait passé 2 mois en Corée pour rendre visite à sa famille, et pendant ce temps, leurs échanges avaient été brefs, presque distants. Élodie s'était convaincue que c'était normal. Les amitiés s'étiolent parfois sous le poids de la distance. Mais maintenant, face à Sogine, elle se rendait compte que ce vide qu'elle avait ressenti n'était pas seulement de l'amitié. C'était plus grand, plus effrayant. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Élodie, sa voix tremblante. Sogine releva les yeux, et pour la première fois, Élodie y vit une vulnérabilité qu'elle ne connaissait pas. « Je veux dire que toi aussi, tu me manquais. Mais pas seulement comme une amie. » Les mots restèrent suspendus entre elles, comme une goutte de pluie sur le bord d'une feuille, prête à tomber. Élodie ne savait pas quoi répondre. Elle avait grandi dans une petite ville de Provence, où les regards indiscrets et les jugements hâtifs étaient monnaie courante. Elle avait toujours cru que l'amour, pour elle, suivrait un chemin tracé, un homme, une maison, une vie simple. Mais Sogine, avec sa douceur et sa force tranquille, avait bouleversé tout cela. Pourtant, en Corée, Sogine avait parlé de la pression familiale, des attentes d'un mariage traditionnel. Comment pouvait-elle naviguer dans un monde où leurs sentiments semblaient à la fois si justes et si impossibles? Le café autour d'elle semblait s'effacer, les rires des autres clients devenant un bruit de fond. Élodie tendit la main, effleurant celle de Sogine. Ce simple contact envoya une décharge dans tout son corps. « On doit parler, » murmura-t-elle. « Vraiment parler. » Sogine hocha la tête, ses yeux brillants de larmes contenues. « Oui, mais pas ici. » Elles sortirent sous la pluie, partageant le parapluie d'Élodie, leurs épaules se frôlant. Paris, avec ses rues luisantes et ses lumières tamisées, semblait être le seul témoin de ce moment fragile. Elles marchèrent jusqu'à l'appartement d'Élodie, un petit loft dans le Marais, où les murs étaient tapissés de livres et de souvenirs de leurs années d'amitié. Une fois à l'intérieur, elles s'assirent sur le canapé, toujours silencieuses, comme si elles craignaient que les mots ne brisent quelque chose. « En Corée, » commença Sogine, sa voix hésitante, « ma famille m'a présenté à quelqu'un. Un homme. Ils veulent que je me marie bientôt. » Élodie sentit une pointe de jalousie, suivie d'une vague de culpabilité. Pourquoi cela la blessait-il autant? « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle, presque un chuchotement. Sogine prit une profonde inspiration. « Je veux être honnête avec moi-même. Avec toi. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « En Corée, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à faire semblant. Chaque fois que ma mère parlait de ce mariage, je pensais à toi, à nous, à ce que je ressens quand je suis avec toi. » Élodie sentit ses joues s'enflammer. Elle voulait parler,
dire quelque chose, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Elle pensa à sa propre famille, à son père qui ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas encore trouvé quelqu'un, à sa mère qui lui demandait sans cesse quand elle rentrerait à la maison. Et pourtant, ici, avec Sojin, elle se sentait chez elle. « Et si c'était une erreur ?» murmura Élodie, plus pour elle-même que pour Sojin. « Et si on se faisait du mal ?» Sojin secoua la tête. La seule erreur serait de ne pas essayer. Ce soir-là, elles parlèrent jusqu'à ce que la pluie cesse et que la nuit enveloppe Paris. Elles parlèrent de leurs peurs, de leurs rêves, des attentes qui pesaient sur elles. Élodie raconta ses souvenirs d'enfance, les étés dans les champs de lavande, la sensation d'être toujours un peu à part. Sojin parla de Séoul, de la pression d'être la bonne fille, dans une famille où les traditions étaient sacrées. Mais au fil des heures, leurs mots devinrent plus légers, comme si en se dévoilant, elle se libérait. Quand Sojin posa sa tête sur l'épaule d'Élodie, un silence paisible s'installa. Pour la première fois, Élodie ne ressentit pas le besoin de remplir ce silence. Elle savait que ce n'était que le début, que les jours à venir seraient remplis de doutes et de défis. Mais pour l'instant, sous les étoiles invisibles de Paris, elles étaient ensemble. Et cela suffisait. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Élodie et Sojin passaient chaque instant libre ensemble, comme si le temps pouvait leur échapper. Elles flânaient dans les rues pavées de Montmartre, partageaient des croissants encore chauds dans des boulangeries cachées, et riaient sous les lumières scintillantes de la Seine. Mais sous cette apparente légèreté, une tension grandissait. Chaque regard, chaque effleurement, portait une question. Où tout cela les mènerait-il? Élodie, qui avait toujours été si sûre de ses choix, se surprenait à douter. Elle aimait Sojin. Elle le savait maintenant, avec une clarté qui lui donnait le vertige. Mais l'amour était-il suffisant face aux attentes du monde? Sojin, de son côté, semblait osciller entre audace et peur. Elle parlait peu de sa famille, mais Élodie voyait l'ombre dans ses yeux chaque fois que son téléphone vibrait avec un message de Séoul. Un soir, alors qu'elle dînait dans un petit bistrot près de Notre-Dame, Sojin reçut un appel. Son visage s'assombrit, et elle s'excusa pour sortir. Élodie, restée seule à la table, sentit une boule se former dans sa gorge. Quand Sojin revint, ses yeux étaient rougis. « C'était ma mère, » dit-elle, sa voix tremblante. « Elle veut que je rentre à Séoul pour les fêtes. Et pour rencontrer cet homme à nouveau. » Élodie sentit une colère sourde monter en elle. Pas contre Sojin, mais contre ce monde qui semblait conspirer pour les séparer. « Et qu'est-ce que tu lui as dit ?» demanda-t-elle, essayant de garder un ton neutre. Sojin baissa les yeux. « Que j'y réfléchirai. » Ces mots frappèrent Élodie comme une gifle. « Tu y réfléchis? Vraiment ?» Sojin releva la tête, ses yeux brillants de larmes. « Élodie, tu ne comprends pas. Ma famille, ils ont tout sacrifié pour moi. Mes études ici, ma vie à Paris, tout ça, c'est grâce à eux. Si je leur dis la vérité, je ne sais pas ce qu'ils feront. » Élodie voulait argumenter, mais elle vit la douleur dans le regard de Sojin et se tut. Elle savait que la culture coréenne, avec ses traditions ancrées, pesait lourd sur les épaules de son amie. Elles rentrèrent en silence, marchant côte à côte sans se toucher. Une fois dans l'appartement d'Élodie, Sojin s'assit sur le bord du lit, les mains croisées sur ses genoux. « Je ne veux pas te perdre, » murmura-t-elle. Élodie s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Alors ne me perds pas, » répondit-elle, sa voix brisée. « Reste avec moi. » Cette nuit-là, elles s'endormirent dans les bras l'une de l'autre, leur respiration synchronisée comme une promesse silencieuse. Mais le matin venu, la réalité revint frapper. Sojin devait partir pour Séoul dans 2 semaines. Élodie savait qu'elle ne pouvait pas la forcer à choisir, mais l'idée de la perdre lui était insupportable. Les jours suivants, elles essayèrent de profiter de chaque instant. Elles visitèrent le Louvre, riant devant les tableaux trop sérieux, et dansèrent dans un bar queer caché dans une ruelle du Marais. Pour la première fois, Élodie se sentit libre, comme si aimer Sojin était la chose la plus naturelle du monde. Mais chaque sourire partagé était teinté d'une ombre, le compte à rebours avant le départ de Sojin. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le jardin des Tuileries, Sojin s'arrêta soudainement. « Élodie, »
dit-elle, sa voix ferme mais douce. Si je reste, est-ce que tu seras là? Vraiment là? Élodie sentit son cœur s'arrêter. Toujours, répondit-elle, sans hésiter. Sojin sourit, mais ses yeux étaient pleins de doute. Alors aide-moi à trouver le courage. Ce soir-là, Sojin écrivit une lettre à sa famille. Elle n'était pas encore prête à l'envoyer, mais chaque mot qu'elle traçait sur le papier était un pas vers la liberté. Élodie, assise à côté d'elle, lisait en silence, émue par la sincérité brute de ses mots. Sojin parlait de son amour pour elle, de sa gratitude, mais aussi de son besoin d'être elle-même. Élodie posa une main sur son épaule, un geste simple mais chargé de soutien. Mais alors que les jours passaient, une nouvelle ombre apparut. Élodie reçut un appel de sa propre mère, qui insistait pour qu'elle rentre en Provence pour les fêtes. « Tu ne peux pas rester seule à Paris », avait-elle dit, ignorant tous des sentiments d'Élodie pour Sojin. Élodie raccrocha, le cœur lourd. Comment pouvait-elle expliquer à sa famille ce qu'elle vivait? Et si Sojin partait, pourrait-elle supporter cette solitude? La veille du départ de Sojin pour Séoul, Paris semblait retenir son souffle. Les rues étaient couvertes d'une fine couche de givre, et les décorations de Noël scintillaient dans la nuit. Élodie et Sojin avaient décidé de passer la journée ensemble, loin des tensions qui les hantaient. Elles patinèrent sur la glace à l'hôtel de ville, leur rire résonnant dans l'air glacé. Mais même dans ces moments de joie, une question planait. Que se passerait-il après? Assises sur un banc, emmitouflées dans leurs écharpes, elles regardaient les passants. Sojin brisa le silence. « J'ai peur, Élodie. Peur de ce que ma famille dira. Peur de ne pas être assez forte. » Élodie serra sa main, cherchant les mots justes. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Et quoi qu'il arrive, je serai là. » Ces mots semblèrent apaiser Sojin, mais Élodie savait que la bataille était loin d'être gagnée. Elle-même luttait avec ses propres démons. Elle n'avait pas encore parlé à sa famille de Sojin, de ce qu'elle ressentait. Chaque fois qu'elle y pensait, une vieille peur remontait, celle d'être jugée, rejetée. Mais en regardant Sojin, elle se rendait compte que l'amour valait ce risque. Le lendemain, à l'aéroport Charles de Gaulle, l'atmosphère était lourde. Sojin serrait son billet d'avion, ses yeux évitant ceux d'Élodie. « Je reviendrai », murmura-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Élodie la prit dans ses bras, retenant ses larmes. « Promets-moi que tu seras honnête avec toi-même, » dit-elle. Sojin hocha la tête, puis disparut dans la foule. Les semaines suivantes furent un calvaire pour Élodie. Sans Sojin, Paris semblait vide. Elle errait dans les rues, revisitant leurs lieux préférés, espérant un message, un signe. Sojin envoyait des textos, mais ils étaient brefs, presque distants. Élodie se demandait si elle avait rêvé ces moments d'intimité, si tout cela n'avait été qu'un mirage. Un soir, alors qu'elle triait de vieilles photos sur son ordinateur, Élodie tomba sur une image d'elle et Sojin, prise lors d'un pique-nique au bord de la Seine. Elle riait, insouciante, leur visage illuminé par le soleil. Élodie sentit une larme couler sur sa joue. Elle prit son téléphone et écrivit un message. « Tu me manques. Reviens-moi. » À sa surprise, Sojin répondit presque immédiatement. « Je suis en train d'essayer. C'est compliqué ici. » Élodie sentit une lueur d'espoir, mais aussi une nouvelle peur. Et si Sojin cédait à la pression de sa famille? Et si elle revenait, mais plus comme avant? Pendant ce temps, à Séoul, Sojin naviguait dans un tourbillon d'émotions. Sa famille, bien qu'aimante, était inflexible. Les discussions sur le mariage revenaient sans cesse, et chaque fois, Sojin sentait son cœur se serrer. Elle pensait à Élodie, à ses yeux verts qui semblaient voir à travers elle, à sa voix qui lui donnait du courage. Un soir, seule dans sa chambre, elle relut la lettre qu'elle avait écrite à Paris. Elle savait qu'il était temps. Lors d'un dîner familial, Sojin prit une profonde inspiration et parla. Elle raconta tout, son amour pour Élodie, son désir de vivre authentiquement, sa peur de les décevoir. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sa mère pleura, son père quitta la table. Mais sa sœur aînée, Minji, posa une main sur la sienne. « Sois heureuse », murmura-t-elle. Ces mots, simples mais puissants, donnèrent à Sojin l'espoir dont elle avait besoin.
De retour à Paris, Élodie reçut un appel inattendu. C'était Sogine, sa voix tremblante mais déterminée. « J'ai parlé à ma famille, » dit-elle. « Ce n'était pas facile, mais je l'ai fait. Je rentre à Paris. » Élodie sentit son cœur exploser de joie, mais aussi d'appréhension. Qu'est-ce que cela signifiait pour elle? Était-elle prête à affronter le monde ensemble? Sogine revint à Paris un matin de janvier, sous un ciel gris mais chargé de promesses. Élodie l'attendait à l'aéroport, un bouquet de fleurs dans les mains, le cœur battant. Quand leurs regards se croisèrent, le temps sembla s'arrêter. Elles s'enlacèrent, et pour la première fois, il n'y avait plus de secret entre elles. Mais Élodie savait que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre, avec ses propres défis. Elles reprirent leur routine, mais tout était différent. Les gestes qui autrefois étaient anodins, une main effleurant l'autre, un sourire partagé, étaient maintenant chargés d'une intensité nouvelle. Elles passaient des soirées à parler, à rêver, à planifier un avenir incertain. Mais la réalité ne tarda pas à les rattraper. Sogine recevait encore des messages de sa famille, certains encourageants, d'autres pleins de reproches. Sa mère, en particulier, oscillait entre colère et tristesse. « Comment peux-tu choisir ça ?» avait-elle écrit un jour. Sogine pleura en lisant ces mots, mais Élodie la serra contre elle, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. De son côté, Élodie décida qu'il était temps d'affronter sa propre famille. Elle prit un train pour la Provence, le cœur lourd mais déterminé. Assise à la table familiale, elle raconta tout, son amour pour Sogine, sa peur du jugement, son besoin d'être acceptée. Son père resta silencieux, mais sa mère, après un long moment, prit sa main. « Si elle te rend heureuse, c'est tout ce qui compte, » dit-elle. Ces mots, simples mais sincères, libérèrent Élodie d'un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. De retour à Paris, Élodie et Sogine décidèrent de vivre ensemble. Elles trouvèrent un petit appartement dans le 11e arrondissement, un lieu qu'elles décorèrent avec des souvenirs de leur voyage et de leurs moments partagés. Mais la vie à deux n'était pas sans heurts. Sogine, encore marquée par les tensions avec sa famille, avait parfois du mal à s'ouvrir. Élodie, de son côté, luttait avec ses propres insécurités, craignant que Sogine ne change d'avis. Un soir, une dispute éclata. Sogine, épuisée par un appel difficile avec sa mère, s'était refermée sur elle-même. Élodie, frustrée, lui reprocha son silence. « Je ne peux pas t'aider si tu ne me parles pas, » cria-t-elle. Sogine, les larmes aux yeux, murmura « Et si je ne suis pas assez pour toi ?» Ces mots brisèrent Élodie. Elles passèrent la nuit à parler, à se promettre d'être plus patientes, plus honnêtes. Leur amour grandissait, mais il était fragile, comme une fleur poussant dans un sol rocailleux. Elles apprirent à naviguer dans leurs différences, Élodie, avec son tempérament passionné, et Sogine, avec sa retenue héritée de sa culture. Chaque pas en avant était une victoire, chaque moment de doute un rappel de leur humanité. Un jour, Sogine reçut une lettre de sa sœur, Minji. À l'intérieur, une photo de leur famille, souriante, et un message « Viens nous rendre visite. » Amen Élodie. Sogine pleura en lisant ces mots, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Élodie, en voyant son émotion, la serra dans ses bras. « On ira ensemble », promit-elle. L'été arriva, et avec lui, une nouvelle étape pour Élodie et Sogine. Elles décidèrent de faire le voyage à Séoul, un mélange d'excitation et d'appréhension dans le cœur. Élodie, qui n'avait jamais quitté l'Europe, découvrait un monde nouveau. Les rues animées de Séoul, les odeurs épicées des stands de nourriture, la chaleur étouffante de juillet. Mais surtout, elle découvrait la famille de Sogine, un univers à la fois accueillant et intimidant. La première rencontre fut tendue. La mère de Sogine, Madame Kim, les accueillit avec politesse, mais ses yeux trahissaient une méfiance. Le père, quant à lui, restait distant, prononçant à peine quelques mots. Mais Minji, la sœur de Sogine, était une alliée inattendue. Elle embrassa Élodie avec chaleur, lui murmurant « Merci d'aimer ma sœur ». Les jours à Séoul furent un mélange de moments doux et de tensions. Sogine et Élodie exploraient la ville main dans la main, visitant des temples anciens et des cafés modernes.
Mais à la maison, les conversations étaient prudentes. Madame Kim posait des questions sur l'avenir, sur les plans de Sojin. Chaque fois, Sojin répondait avec calme, mais Élodie voyait la fatigue dans ses yeux. Un soir, lors d'un dîner familial, la tension explosa. Madame Kim, après un verre de soju de trop, reprocha à Sojin d'avoir abandonné les traditions. « Tu nous fais honte », lança-t-elle. Sojin, les larmes aux yeux, quitta la table. Élodie la suivit, la trouvant dans la cour, les épaules secouées de sanglots. « Je ne sais pas si je peux continuer », murmura Sojin. Élodie la serra contre elle. « Tu n'es pas seule. On est deux. » Le lendemain, Minji organisa une sortie pour elles deux, loin de la maison. Elles visitèrent le palais Gyeongbokgung et sous les toits colorés, Sojin retrouva son sourire. « Merci d'être là, » dit-elle à Élodie. « Je ne sais pas comment je ferais sans toi. » Élodie, émue, l'embrassa doucement, oubliant un instant le monde autour d'elle. De retour à Paris, elles reprirent leur vie, plus fortes mais conscientes des défis à venir. Sojin commença à s'impliquer dans une association LGBT à Paris, trouvant du réconfort dans une communauté qui comprenait ses luttes. Élodie, de son côté, se mit à écrire, mettant sur papier leur histoire, leurs espoirs, leurs peurs. Ces moments de création devinrent leur refuge, un espace où elles pouvaient être elles-mêmes. Mais une nouvelle épreuve les attendait. Sojin reçut une offre d'emploi à Séoul, une opportunité qu'elle avait toujours rêvée. Elle était tiraillée. Accepter signifiait retourner dans un pays où leur amour serait difficile à vivre. Refuser signifiait sacrifier une partie de ses ambitions. Élodie, voyant son dilemme, lui dit « On trouvera un moyen. Ensemble. » L'automne revint à Paris, et avec lui, une décision à prendre. Sojin passa des nuits blanches à peser le pour et le contre de l'offre d'emploi. Élodie, bien qu'effrayée à l'idée de la perdre, refusait de l'influencer. « C'est ta vie, » lui dit-elle un soir, alors qu'elle regardait la pluie tomber depuis leur balcon. « Mais je veux en faire partie, quoi que tu choisisses. » Sojin, émue par ces mots, prit une décision. Elle déclina l'offre, mais pas sans un plan. Elle proposa à son employeur potentiel un poste à distance, une solution qui lui permettrait de rester à Paris tout en poursuivant ses ambitions. À sa surprise, ils acceptèrent. Quand elle annonça la nouvelle à Élodie, elles pleurèrent et rirent en même temps, s'enlaçant sous la lumière tamisée de leur appartement. Leur vie ensemble devint plus stable, mais jamais monotone. Elles organisèrent des dîners avec des amis, dont certains faisaient partie de la communauté LGBT, et trouvèrent un équilibre entre leur culture et leurs rêves. Élodie continue à d'écrire, publiant même une nouvelle inspirée de leur histoire dans une revue littéraire locale. Sojin, de son côté, s'épanouit dans son travail, prouvant qu'elle pouvait être fidèle à elle-même tout en honorant ses racines. Un jour, une lettre arriva de Séoul. C'était Madame Kim qui, pour la première fois, s'excusait. « Je veux comprendre », écrivait-elle. « Viens nous voir bientôt. » Sojin, en lisant ces mots, sentit un poids s'envoler. Elle savait que le chemin serait encore long, mais c'était un début. Élodie et Sojin décidèrent de retourner à Séoul l'été suivant, cette fois avec moins de peur. Elles savaient que leur amour, bien que né dans les rues de Paris, pouvait s'épanouir partout, tant qu'elles étaient ensemble. Chaque défi, chaque larme, chaque sourire les avait rendues plus fortes, plus unies. Un an plus tard, Élodie et Sojin se tenaient main dans la main sur un pont surplombant la Seine. Paris scintillait autour d'elles, mais leurs yeux étaient fixés l'un sur l'autre. Sojin sortit une petite boîte de sa poche, révélant 2 anneaux simples mais élégants. « Ce n'est pas une demande en mariage, » dit-elle avec un sourire timide. « Pas encore. Mais c'est une promesse. » Élodie, les larmes aux yeux, passa l'anneau à son doigt. « Une promesse de quoi ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « De t'aimer, » répondit Sojin. « Peu importe où la vie nous mène. » Elles s'embrassèrent, indifférentes au regard des passants. Leur amour, né d'un simple message, « Tu me manques », avait grandi, défiant les attentes, les cultures, les peurs. Il n'était pas parfait, mais il était vrai. Et dans ce monde imparfait, c'était suffisant.
Leur histoire ne s'arrêta pas là. Elles continuèrent à naviguer entre Paris et Séoul, entre leurs rêves et leur réalité. La famille de Sojin apprit à accepter, pas à pas. Celle d'Élodie devint un soutien indéfectible. Et ensemble, elles construisirent une vie où l'amour n'était pas une rébellion, mais une célébration. En repensant à ce texto qui avait tout changé, Élodie sourit. « Tu me manques », avait dit Sojin. Et ce mot, ce simple mot, avait ouvert leur cœur à une vérité qu'elles n'oublieraient jamais. L'amour, lorsqu'il est sincère, peut tout surmonter.